Une centaine d'arrogants. Ce recueil est parfois compris comme l'attaque de 100 scientifiques allemands contre le juif Einstein. C'est faux sur de nombreux points, une fake news en quelque sorte. Déjà, tous les auteurs n'étaient pas scientifiques. Autrefois, il n'y avait pas la distinction que l'on fait aujourd'hui entre scientifique et littéraire. Les hommes cultivés, tels Bergson par exemple, pouvaient être compétents dans les deux domaines. C'est pourquoi on trouve dans les auteurs pas mal de philosophes qui peuvent également maîtriser les mathématiques ou les concepts de physique. Donc, ce sont bien des auteurs. Ensuite, ils ne sont pas 100. Il y a seulement 28 contributeurs, chacun ayant écrit un texte plus ou moins long. Sont ensuite ajoutés d'extraits de textes parus contre la relativité de 19 autres auteurs. Et à la fin, il est donné en référence une liste de 92 personnes connues pour combattre la relativité, dont les 19 susnommés. Au total, c'est bien 120 noms qui apparaissent, mais seulement 47 textes publiés. Une autre idée reçue. Il ne s'agit pas non plus d'un livret 100% germanique. Certes, sur les 28 contributeurs, 18 sont allemands, 2 sont autrichiens et 1 suisse. Mais les 7 autres viennent de France, de Tchécoslovaquie, de Finlande, de Suède, des Pays-Bas, d'Italie et des États-Unis. C'est-à-dire qu'un quart des contributeurs ne sont pas de langue allemande. Rappelons seulement que durant l'entre-deux-guerres, la physique allemande était prépondérante. Par exemple, de 1911 à 1932, l'Allemagne recueille 7 prix Nobel de physique, un tous les 3 ans en moyenne. Enfin, même si le titre l'indique, ce n'est pas un ouvrage contre la personne d'Einstein, mais contre sa théorie de la relativité. Aujourd'hui comme hier, Einstein incarne la théorie de la relativité. Peut-être que, comme aujourd'hui, mettre le nom d'Einstein en couverture a pu leur sembler plus attractif, plus vendeur, dirait-on de nos jours, que de mettre le terme de relativité. Mais à quelques exceptions près qui mettent en question les compétences d'Albert Einstein, en particulier en mathématiques, il n'y a pas d'attaque personnelle. Antisémite ? Soyons clairs, cet ouvrage a la réputation d'être antisémite. Ainsi, pratiquement personne ne cherche à le lire depuis sa parution en 1931. C'est d'ailleurs l'idée que je me faisais de cet ouvrage. Comme il est paru en allemand et qu'il n'existe même pas de traduction en français, je l'ai parcouru à partir d'une traduction en anglais réalisée à l'aide de Google. Et quelle surprise! Certes, les arguments développés sont assez souvent d'ordre philosophique, nous y reviendrons, mais il n'a rien d'antisémite. Cet ouvrage est paru en 1931. Replaçons-nous dans le contexte de l'époque. On ignore évidemment qu'une dizaine d'années plus tard, il y aura la Deuxième Guerre mondiale et les camps de concentration. On ignore alors que 2 années plus tard, Hitler accédera au pouvoir. En 1931, il est dans l'opposition. Son parti récolte moins de 20% des voix. Il est minoritaire. Certes, l'Allemagne est en crise économique et l'antisémitisme progresse, mais les nazis ne sont pas au pouvoir. En 1931, l'Allemagne vit dans un régime républicain et démocratique. C'est la République de Weimar. En 1931, le CIO, instance internationale multiculturelle, désigne le Berlin de 1931 pour organiser les futurs Jeux olympiques. Alors oui, plus tard, sur le nombre, comme nombre de leurs compatriotes, quelques-uns des auteurs allemands rejoindront ou sympathiseront avec le parti nazi. Walter Del Negro, Lothar von Mitis, Walter Rauschenberger. Mais parmi ces auteurs, il y a aussi plusieurs personnes d'ascendance ou de religion juive. Solomo Friedlander, qui se réfugiera à Paris, Ludwig Goldsmith, qui se réfugiera en Angleterre, Oskar Krauss, qui sera déporté à Auschwitz, Emmanuel Lasker, qui se réfugiera en URSS, puis aux USA, et pour Georg Wendel, philosophe et journaliste évangéliste, il sera porté disparu pendant la période nazie, et encore aujourd'hui, nul ne sait quand et en quelles circonstances il est décédé. Et parmi les 3 organisateurs de cet ouvrage, Hans Israel était-il antisémite? Et le docteur Rudolf Weinmann était-il un nazi? Ancien militant des jeunesses communistes, il sera arrêté et torturé par les nazis et il partira alors se réfugier en Argentine. Comment pourrait-on accuser ces auteurs d'avoir fomenté un livre contre la physique juive? C'est totalement insensé. Einstein ne répondait jamais aux critiques. On lui attribue ce bon mot. Un seul auteur aurait suffi. Boutade qui est reprise jusqu'à nos jours pour évacuer toute discussion sur ce livre. Et ceux qui qualifient ce recueil d'antisémite sont ceux qui ne l'ont pas lu, ou alors ceux qui se sentent attaqués dans leur croyance dans la théorie de la relativité. Inconsistant?
En pratique, cet ouvrage n'est quand même pas agréable à lire. Il s'agit d'une juxtaposition de textes. Ces textes ne sont pas regroupés par thématique. Ils ne sont pas non plus écrits avec les mêmes règles, avec le même plan. Ils sont présentés selon l'ordre alphabétique de leur auteur, avec des longueurs, des présentations et des angles d'attaque fort différents, ce qui rend ce livre assez décousu, assez hétéroclite. C'est pourquoi dans les vidéos suivantes, je vous présenterai des extraits, mais regroupés par thème. Ce ne seront que quelques extraits parmi les 47 textes du livre. Et il n'y aura pas d'extrait défendant la théorie alternative de l'éther. Également, il n'y aura pas d'extrait à caractère philosophique. Au premier abord, on peut d'ailleurs se demander pourquoi il y avait des arguments philosophiques contre la théorie scientifique de la relativité. Mais hormis peut-être les mathématiques, les sciences font de manière plus ou moins consciente référence à un cadre de pensée, et donc à une certaine vision du monde, c'est-à-dire à une certaine philosophie du monde. Par exemple, dans les sciences du vivant et les sciences humaines, il y a un présupposé qui varie selon les personnes et selon les époques sur la part respective de l'inné et de l'acquis, ou encore sur la liberté individuelle et l'interaction du groupe. En sciences physiques, le présupposé varie sur la part de déterminisme et la part d'aléa, ou encore sur l'influence plus ou moins importante de l'observateur ou de l'expérimentateur dans le résultat de l'expérience. C'est d'ailleurs pourquoi, pour la valider, on demande qu'une même expérience soit réalisée plusieurs fois, dans des laboratoires différents, avec des expérimentateurs différents. La théorie de la relativité n'échappe pas à son environnement intellectuel, qui présuppose que tout est relatif, qu'il n'y a pas d'absolu, qu'il n'y a pas, par exemple, un référentiel absolu ou un espace de référence. Cela chez de nombreux contemporains allemands d'Einstein, qui se référaient surtout au philosophe Kant, avec par exemple un espace intuitif qui ne pouvait pas être perçu par l'observation ou par l'expérience. Ces différentes mises au point étant faites, nous allons à présent vous présenter quelques extraits dans les vidéos suivantes.